Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Simone Veil. Il s'agira cette fois-ci de nous pencher sur un petit texte se nommant « Note sur la suppression générale des partis politiques ». Je m'étais déjà penché sur son ouvrage « La condition ouvrière » et je me suis dit que l'analyse de cet ouvrage serait utile et intéressante afin de donner matière à réflexion dès qu'il s'agit de parler de pensée politique. Je rappelle brièvement que Simone Veil, avec un W, était une penseuse engagée qui a toujours pris position en faveur des opprimés et qui est même allée jusque dans les usines pour ressentir dans sa chair l'expérience du travail exploité dont parlait Marx afin de mieux pouvoir l'analyser et le dénoncer. Elle a également fréquenté les milieux socialistes et anarchistes et puis observé de près le fonctionnement des partis politiques. Ce qui lui a inspiré ce petit texte qui sortira bien plus tard à titre posthume en 1950 dans la revue La Table Ronde. C'est une personnalité aussi bien humaine que philosophique, complexe et unique, puisqu'elle est à la fois anarchiste ou communiste selon la période, chrétienne et mystique. En tout cas, je trouve que ce sont des caractéristiques qui la rendent très sympathique à titre personnel. Je précise sa tendance politique dès maintenant parce que je voudrais pas qu'il y ait de malentendus par rapport au texte qui va être abordé. On ne peut pas dire que Simone Veil soit apolitique. Ça, il faut le dire parce qu'on pourrait se dire que si elle met tous les partis sur un même plan qu'elle veut les supprimer, c'est qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Elle a clairement ses préférences, en la matière, ce n'est certainement pas d'ailleurs le capitalisme bourgeois ou une idéologie de type libéral. Cependant, Simone Veil pense que l'affinité avec telle ou telle idée, dès qu'il s'agit de politique, ne doit pas se faire par le prisme d'un parti qu'elle conçoit comme quelque chose de profondément mauvais en soi, sur le principe et également dans ses conséquences. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Dès lors qu'on s'intéresse un minimum à la politique de son pays, on est obligé de savoir ce que l'on pense, et donc penser implique nécessairement de juger, de discerner ce qui nous paraît juste ou injuste, et donc de prendre parti précisément. D'ailleurs, le terme de parti politique n'est pas sans évoquer cette expression de prendre parti, qui signifie adopter de manière tranchée une vision à l'exclusion d'une autre. Quand je prends parti dans un conflit, par exemple, je ne donne pas raison à un camp et à un autre en même temps. On me reprocherait d'être lâche, ou de manquer de clarté ou de cohérence. En politique, c'est pareil, il est nécessaire de pouvoir adhérer à une idéologie, ou en tout cas à des idées qui vont nous sembler les plus justes en vue du bien commun, et l'adhésion à un parti permettra ainsi de se sentir représenté et soutenu par ce parti qui semble le mieux représenter nos valeurs et nos idées. Eh bien, ce point qui a l'air d'aller de soi va être soigneusement déconstruit par Simone Veil. Je vais m'appuyer sur des extraits choisis par mes soins qui visent à clarifier la notion de fabrique à passion collective, qui est la caractéristique fondamentale d'un parti politique selon Veil, et je ferai quelques rappels préliminaires par rapport à l'influence déterminante que constitue Rousseau dans l'analyse de Veil. Donc là, je vais vraiment suivre le ouvrage du début à la fin. Je vais pas tout lire, mais je vais vous lire les passages importants. Il est petit par sa taille, mais grand par sa profondeur et sa portée. Donc je vous encourage à aller le lire si jamais vous le connaissez pas. Il est pas très long. Je cite « Notre idéal républicain procède entièrement de la notion de volonté générale due à Rousseau. Mais le sens de la notion a été perdu presque tout de suite, parce qu'elle est complexe et demande un degré d'attention élevé. Quelques chapitres mis à part, peu de livres sont beaux, forts, lucides et clairs, comme le contrat social. On dit que peu de livres ont eu autant d'influence, mais en fait, tout s'est passé et se passe encore comme s'ils n'avaient jamais été lus. Rousseau partait de deux évidences. L'une, que la raison discerne et choisit la justice et l'utilité innocente, et que tout crime a pour mobile la passion. L'autre, que la raison est identique chez tous les hommes, au lieu que les passions, le plus souvent, diffèrent. Par suite, si sur un problème général, chacun réfléchit tout seul et exprime une opinion, et si ensuite les opinions sont comparées entre elles, probablement elles coïncideront par la suite
par la partie juste et raisonnable de chacune, et différeront par les injustices et les erreurs. Fin de citation. Je fais une petite précision par rapport à la pensée politique de Rousseau, auquel j'ai déjà consacré un enregistrement il y a longtemps, mais c'est le grand théoricien de la souveraineté populaire. Selon Rousseau, un homme seul ne peut pas savoir ce qui est juste, car il risquerait de raisonner à partir de ses propres intérêts et de les faire passer avant ceux du groupe. C'est pourquoi le pouvoir ne peut pas revenir à une caste dominante qui risquerait de malmener son peuple et d'établir des lois injustes privilégiant ceux qui détiennent le pouvoir. Le peuple est le plus apte à gouverner car le plus apte à savoir ce qui est conforme à son propre bien. Mais pour le savoir, il est nécessaire que la volonté des uns soit en accord avec la volonté des autres. La volonté doit être générale. Ce que dit Rousseau au chapitre 6 du livre 1 du contrat social, c'est qu'un peuple ne peut être libre qu'en obéissant à la loi à laquelle il a lui-même participé. En obéissant à une loi élaborée collectivement, le peuple est libre car il obéit à ce à quoi il a donné son accord préalable. Et donc il va pas subir des lois malgré lui de l'extérieur, vous voyez. Donc ainsi la volonté générale n'est pas la volonté de tous. C'est une distinction importante qu'on retrouve chez Rousseau. La volonté de tous, ça serait, comme dans une perspective libérale, ça serait un regroupement d'intérêts individuels qui convergeraient de manière accidentelle en vue d'un certain équilibre. Eh bien Rousseau ne croit pas à ça. Pour lui, un peuple ne doit pas être un agrégat, un regroupement d'individus aux intérêts divergents qui ne font pas réellement cause commune. Il doit être un et indivisible, tel que le voudrait d'ailleurs la devise propre à la République française. De fait, la volonté générale résulterait d'un accord de tous avec l'entièreté du groupe en raisonnant non pas selon une passion, contraire à l'intérêt commun, mais selon ce que lui indique sa raison, conformément à la liberté du peuple entier, qui coïncide avec la sienne. Si ça vous paraît utopiste, c'est normal, tout d'abord parce que Rousseau l'admettait plus ou moins à l'issue du contrat social, et aussi parce qu'il donne des détails et des précisions techniques pour que cela fonctionne, et que je ne détaillerai pas ici puisque je l'ai déjà fait ailleurs. Donc je vous renvoie à ce vieil enregistrement, si vous le souhaitez. Ici, Weil reprend l'idée selon laquelle la vérité, y compris en matière de politique, serait une et universelle. Elle ne peut pas être générale par définition, puisque c'est le propre de l'opinion, toujours partiale, de valoir au mieux de façon générale, sans que l'on puisse en faire une vérité absolue. Ainsi, les erreurs sont nombreuses en matière de jugement, alors que la vérité, par opposition, reste une et indivisible. Comme la République, qui n'est divisée que parce qu'elle a accueilli en elle beaucoup de mensonges et d'erreurs dans son fonctionnement, mais on y reviendra plus tard. Évidemment, ce point ne vous parlera sans doute pas si vous êtes un sophiste, un sceptique, ou un non-métaphysicien qui pense qu'il existe au mieux des généralités, mais aucune vérité supérieure et transcendante accessible à l'esprit humain. Mais il faut garder dans un coin de l'esprit l'héritage platonicien, rousseauiste et idéaliste de Weil, afin de mieux comprendre la profondeur de sa pensée, et là où elle va en venir. Weil l'affirme dans l'extrait suivant: la vérité est une, la justice est une, les erreurs, les injustices sont indéfiniment variables. Ainsi, les hommes convergent dans le juste et le vrai, au lieu que le mensonge et le crime les font indéfiniment diverger. L'union étant une force matérielle, on peut espérer trouver là une ressource pour rendre ici-bas la vérité et la justice matériellement plus fortes que le crime et l'erreur. Il y faut un mécanisme convenable. Si la démocratie constitue un tel mécanisme, elle est bonne. Autrement, non. Fin de citation. La démocratie véritable, pour Weil, n'a pratiquement jamais existé, car le peuple n'a jamais pu faire librement entendre sa voix, à part très rapidement au lendemain de la Révolution française. Et quand je dis ça, c'est parce que elle part du principe qu'un gouvernement représentatif, justement, ça représente pas réellement la volonté du peuple, pour tout un tas de raisons, notamment le fait que le peuple ne soit pas concerté au moment d'établir les lois. Mais justement, s'il n'a jamais pu, participer
de façon absolument démocratique. C'est aussi, et c'est là l'argument principal qu'on retrouve dans cet ouvrage, parce que les citoyens sont victimes d'une forme de manipulation et de bourrage de crâne, et les partis politiques n'y sont pas étrangers comme nous allons le voir. Autrement, le peuple serait parvenu à saisir ce qui est dans son intérêt, sans être dans l'opposition perpétuelle avec un ou plusieurs partis politiques identifiés comme ennemis. La démocratie comprend la pluralité de points de vue, c'est vrai, mais s'il y a une pluralité de points de vue, c'est bien que la vérité n'a toujours pas été atteinte en matière de justice et de bien commun. Alors on pourrait rétorquer que c'est parce que la vérité, justement, n'a pas encore été atteinte, et du coup c'est normal qu'il y ait des débats, il est nécessaire qu'il puisse y avoir des discussions entre différents partis politiques, pour ne pas dire généralement des disputes où les gens ne s'écoutent pas parler, et que de ce fait, chaque individu du peuple, qui n'est pas un robot établi avec le même logiciel qu'un autre, pourra exprimer sa sensibilité au moment du vote et ses convictions. Mais justement, le problème c'est que le parti politique neutralise d'emblée toute forme de conviction un tant soit peu personnelle. Et ça apparaît même comme une horreur à la pensée de l'adhérent. Et ça détruit justement l'esprit critique. L'esprit critique des adhérents est d'emblée supprimé par le parti politique. C'est même une condition pour que la personne adhère réellement à un parti. On développera ce point-là après, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une volonté divisée en lutte intestine pour obtenir le pouvoir et imposer sa vision au niveau politique n'est pas la volonté du peuple qui pense et agit comme un seul homme. Donc on est bien loin de l'idéal rousseauiste. Pour que la volonté générale puisse s'exprimer, il ne faut aucune espèce de passion collective, d'après Weil, qui prolonge ainsi la pensée de Rousseau et l'intègre au contexte des partis politiques qui apparaissent comme un héritage de la Révolution française, du temps où les luttes en termes d'influence politique avaient déjà lieu entre Girondins et Jacobins. Simone Weil dit à ce propos, je cite, « Il y a plusieurs conditions indispensables pour pouvoir appliquer la notion de volonté générale. Deux doivent particulièrement retenir l'attention. L'une est qu'au moment où le peuple prend conscience d'un de ses vouloirs et l'exprime, il n'y ait aucune espèce de passion collective. Il est tout à fait évident que le raisonnement de Rousseau tombe dès qu'il y a passion collective. Rousseau le savait bien. La passion collective est une impulsion de crime et de mensonge infiniment plus puissante qu'aucune passion individuelle. Les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les saints authentiques. Elle rajoute, quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale, ou plutôt que ce qui en constitue la caricature. La seconde condition est que le peuple ait à exprimer son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique, et non pas à faire seulement un choix de personne. Encore moins un choix de collectivité irresponsable, car la volonté générale est sans aucune relation avec un tel choix. Fin de citation. La délibération sur la vérité ou la justice en matière de politique est entravée dès lors que les passions collectives s'en mêlent. Ces passions collectives ne sont pas à prendre pour ce qu'elles ne sont pas, à savoir des idées résultant d'une délibération de groupe rationnel et en vue de l'intérêt de la nation. Il s'agit plutôt d'intérêts égoïstes qui se soutiennent mutuellement par un effet de groupe. Chaque membre, faisant partie d'un groupe politique très précis, se trouve porté par une sorte d'effet de masse qui le conditionne à penser comme les autres et à ne surtout pas s'éloigner des dogmes politiques en vigueur. C'est très paradoxal quand on y réfléchit. Spontanément, on serait tenté de penser que c'est quand il n'y a pas ou peu de partis politiques que la démocratie est en danger. D'ailleurs, ça arrive souvent que, en comparant notre pays, la France, à d'autres pays, on se dise « Ah, mais nous, au moins, on a le choix, voilà. En Amérique, ils ont que 2 partis vraiment importants. » Oui, mais justement, ce que Simone Veil montre, c'est ça qui est intéressant,
C'est que pour que le peuple se sente libre de choisir son représentant, on pourrait se dire qu'il est préférable qu'il y ait du choix justement et pas un parti unique qui restera au pouvoir quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas que Simone Veil soit pour un parti unique, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a cette idée que la multiplicité des partis n'est absolument pas quelque chose qui rend service à la démocratie. Parce que, justement, les partis politiques créent de la passion collective, c'est-à-dire des impulsions irrationnelles déconnectées de l'intérêt commun, alors même qu'elles le revendiquent en surface, et c'est décuplé par un effet de groupe qui va diminuer drastiquement l'esprit critique de ses membres. Donc Simone Veil développe ce point de façon plus précise, en donnant les principales caractéristiques d'un parti politique. Je cite, « Comment donner en fait aux hommes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer parfois un jugement sur les grands problèmes de la vie publique ? Comment empêcher au moment où le peuple est interrogé qu'il circule à travers lui aucune espèce de passion collective ? Si on ne pense pas à ces deux points, il est inutile de parler de légitimité républicaine. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir, mais il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques. Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer 3. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin, et en dernière analyse l'unique fin, de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces 3 caractères sont des vérités de fait évidentes à quiconque s'est rapproché de la vie des partis. Le 3e est un cas particulier d'un phénomène qui se produit partout où le collectif domine les êtres pensants. C'est le retournement de la relation entre fin et moyen. Partout sans exception, toutes les choses généralement considérées comme des fins sont par nature, par définition, par essence et de la manière la plus évidente, uniquement des moyens. On pourrait en citer autant d'exemples qu'on voudrait dans tous les domaines. Argent, pouvoir, État, grandeur nationale, production économique, diplôme universitaire et beaucoup d'autres. Le bien seul est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens. Mais la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée animale. Elle n'a la notion du bien que juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. Il en est ainsi des partis. Un parti est en principe un instrument pour servir une certaine conception du bien public. Cela est vrai même de ceux qui sont liés aux intérêts d'une catégorie sociale, car il est toujours une certaine conception du bien public en vertu de laquelle il y aurait coïncidence entre le bien public et ses intérêts. Fin de citation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est en train de montrer qu'un parti politique pense que, en fonction de tel ou tel intérêt qu'on pourrait qualifier de classe, parce qu'il y a aussi cet objectif-là derrière un programme politique, on pense que, l'intérêt public va davantage coïncider avec cette classe-là de la population qui convient de mettre en avant. Vous voyez, bon. Donc on constate concernant la conception du parti politique comme machine à fabriquer de la passion collective que c'est un problème métaphysique que fait face Veil finalement pour atteindre la justice ou la vérité qui correspondent à un certain idéal absolu. Le peuple se divise en de multiples partis. Or, chaque parti doit agir et penser de façon collective, c'est-à-dire univoque. Il ne peut pas y avoir de place pour la dissension et la division. Cela signifierait la mort du parti et la division en d'autres partis. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand un parti
et en crise, il va y avoir de nouveaux partis qui vont apparaître. Bon. Ainsi, la multiplicité des adhérents au parti est conditionnée, ces adhérents-là sont conditionnés à penser selon la pensée qui doit prévaloir et à choisir soigneusement à qui parler, de quel sujet parler en priorité selon leur orientation politique, voire même de quel sujet parler tout court, et ne surtout pas remettre en question la ligne de conduite entrant en vigueur. Ainsi, le parti ici, étouffe le multiple qui le compose. Le parti neutralise le raisonnement individuel et porte à son plus haut niveau de passion et d'irrationalité les intérêts du parti en vue d'obtenir le pouvoir. Le parti a donc comme caractéristique de créer une passion collective et donc impersonnelle, ne pouvant reposer sur l'esprit critique de ses adhérents qui ne doivent surtout pas s'éloigner de l'idéologie prévalente. Même un petit peu sur un sujet, surtout pas, et dont le seul but est sa propre existence et persistance. En ce sens, l'analyse du parti politique n'est pas sans rappeler l'analyse de Hannah Arendt concernant le gouvernement totalitaire, qui trouverait sa propre raison d'être dans la violence qu'il exerce à l'égard de ses ennemis potentiels, sans égard concernant l'intérêt du peuple. Le but réel du parti politique n'est pas d'obtenir le pouvoir pour pouvoir redresser la nation ou faire le bien par exemple, c'est ce qu'on entend généralement, c'est son extension illimitée et sans aucune fin réelle. L'existence du parti devient sa propre raison d'être, alors même que l'augmentation de son pouvoir est censée permettre la garantie de la justice une fois arrivé au pouvoir. La meilleure preuve en est, selon Weil, que même une fois à la tête de l'État, le parti doit toujours justifier ses échecs en prétendant qu'il n'a pas assez de pouvoir, contraint qu'il est de devoir composer avec les nécessités liées à la politique internationale. Aujourd'hui, ce serait l'Union européenne, à l'époque c'était la Société des Nations qui disparaîtra ensuite, après la Seconde Guerre mondiale. Même si un parti arrive au pouvoir, il doit composer avec des problèmes toujours plus complexes et tenir compte d'enjeux internationaux qui limitent toujours son pouvoir. Ainsi, il n'est jamais assez puissant pour parvenir à imposer sa vision, et il n'y a bien sûr aucune remise en question possible, puisque celui-ci fonctionne de manière aveugle et dogmatique. En réalité, selon Weil, un parti politique se focalise sur ce qui n'est qu'un moyen et non une fin, l'argent, le pouvoir. Il faut que le parti s'enrichisse, qu'il ait toujours plus d'adhérents, qu'il ait du pouvoir, mais ça c'est des fins normalement. C'est pas c'est pas une fin en soi, c'est des moyens justement. Et justement, le parti ne se représente pas clairement adéquatement la vérité et la justice, qui demeurent dénaturées par le prisme de son idéologie. Qu'elle soit socialiste radicale ou capitaliste, elle dit en ce sens, je cite, « La fin d'un parti politique est chose vague et irréelle. Si elle était réelle, elle exigerait un très grand effort d'attention, car une conception du bien public n'est pas chose facile à penser. L'existence du parti est palpable, évidente et n'exige aucun effort pour être reconnue. Il est ainsi inévitable qu'en fait le parti soit à lui-même sa propre fin. » Fin de citation. Il faut bien préciser que le terme d'attention présent ici n'est pas anodin venant de Weil. C'est une méthode pour parvenir au vrai de manière aussi naturelle et pure que possible. Il s'agit de se focaliser sur sa propre intériorité et de laisser une sorte d'évidence liée à ce qui est bien ou vrai nous envahir et se détacher de toute forme de motivation d'intérêt personnel. Il faut, comme le pensait Rousseau, penser dans l'intérêt de tous, de cette manière et non pas dans l'intérêt de notre personne, ou afin de ne pas décevoir les membres de son parti, qui s'empresserait de nous traiter d'horribles gauchistes ou de dangereux fascistes. Il s'agit d'un effort de neutralisation de notre ego, où l'individu va renoncer à son attachement personnel pour percevoir ce qui est juste en soi. De cette façon, nous tentons d'accéder, tel qu'un philosophe est censé le faire, à la vérité, sans préjugés ou a priori, et puisque l'on reconnaît toujours un arbre à ses fruits, l'idéal de justice ou de vérité auquel nous aspirons ne peut pas engendrer la division ou les conflits.
il peut être mal interprété par contre, ça c'est vrai, hein, ou déconsidéré d'emblée, c'est vrai aussi, par certains idéologues endoctrinés, mais c'est leur problème puisqu'ils ont renoncé à penser par eux-mêmes et ont renoncé ainsi à la recherche de la vérité. De fait, le mensonge, la manipulation, via la pression psychologique et la propagande, qui sont autant de méthodes utilisées dans un système totalitaire, sont des moyens courants d'assurer la croissance du parti, qui devient la seule bonne chose dans une telle perspective. Je cite. Dès lors que la croissance du parti constitue un critère du bien, il s'ensuit inévitablement une pression collective du parti sur les pensées des hommes. Cette pression s'exerce en fait, elle s'étale publiquement, elle est avouée, proclamée. Cela nous ferait horreur si l'accoutumance ne nous avait pas tellement endurcis. Les partis sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la justice. Fin de citation. La politique devient, avec la multiplicité des partis, le règne des passions, mais des passions collectives précisément, qui n'ont pas comme objectif le bien commun. La chose publique, ou autrement dit la République, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une division qui manque l'unité du bien et du vrai et qui multiplie les erreurs de jugement en abordant le réel par le prisme d'une vision biaisée, imposée aux membres du parti par un conditionnement interne. En ce sens, la pression s'exerçant sur les membres d'un parti n'est pas sans rappeler celui d'une secte, où toute idée ou supposition s'éloignant de la pensée du gourou pourrait engendrer l'excommunication et la mise au banc de celui qui a osé s'éloigner de la ligne de conduite officielle à adopter. Il est d'ailleurs très mal vu qu'un membre du parti plein de bon sens ose critiquer un leader, même s'il peut paraître fou ou tyrannique, puisque l'on se dit que la survie du parti tient à la cohérence et à la stabilité de l'autorité qui le dirige. Pour assurer la cohérence et la survie du parti, il est nécessaire que les opinions de ses membres soient absolument uniformisées et que l'unité du parti étouffe une nouvelle fois la multiplicité qui le compose. Alors, vous me direz, même s'il y a un conditionnement inévitable à partir du moment où on souscrit à un parti politique, sans ambiguïté, parce qu'on est persuadé qu'il incarne le mieux la justice, il n'empêche qu'ils ne se valent pas tous et que d'ailleurs celui auquel vous adhérez est forcément le bon. Bah oui. On va voir justement que Veil nuance un peu ce point, car elle ne dit pas qu'un parti politique est forcément complètement à côté de la plaque, même si généralement un peu quand même pour elle. J'ai d'ailleurs bien dit au début qu'elle n'était pas apolitique, je le rappelle, à proprement parler. Le problème, c'est pas les idées ou la politique, c'est la manière dont elle a lieu et surtout les partis politiques en tant que tels. Elle a surtout une détestation souveraine à l'égard des partis et de leur fonctionnement, comme je l'ai expliqué. Simplement, avec un mauvais point de départ qui consiste à réduire la vérité à une opinion partielle et biaisée, et avec un conditionnement automatique une fois que l'on souscrit à un package complet, qui peut potentiellement contenir des absurdités sur lesquelles on va s'efforcer de fermer les yeux parce qu'on adhère à un certain nombre de principes ou de valeurs, il ne faut pas s'attendre à une organisation politique qui profite réellement à tous. D'ailleurs, la propagande et la manipulation sont des processus devant lesquels les partis ne reculent pas. C'était d'ailleurs particulièrement le cas à l'époque avec le parti nazi, qui était un champion en la matière de propagande. Et tout ça sous couvert d'éducation. On essaye ainsi de faire croire au peuple qu'on va le former, alors qu'on veut au contraire tuer son esprit critique et sa capacité à prendre du recul sur des opinions pour se rapprocher du vrai. Je cite, « Les partis parlent, il est vrai, d'éducation à l'égard de ceux qui sont venus à eux, sympathisants, jeunes, nouveaux adhérents. Ce mot est un mensonge. Il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse exercée par le parti sur la pensée de ses membres. Supposons un membre d'un parti, député, candidat à la députation ou simplement militant, qui prenne en public l'engagement que voici. Toutes les fois que j'examinerai n'importe quel problème politique ou social, je m'engage à oublier absolument le fait que je suis membre de tel groupe et à me préoccuper exclusivement de discerner le bien public et la justice. Ce langage serait mal accueilli,
Les siens et même beaucoup d'autres l'accuseraient de trahison. Les moins hostiles diraient « Pourquoi a-t-il adhéré à un parti ?» avouant ainsi naïvement qu'en entrant dans un parti, on renonce à chercher uniquement le bien public et la justice. Cet homme serait exclu de son parti, ou au moins on perdrait l'investiture. Il ne serait certainement pas élu. Mais bien plus, il ne semble même pas possible qu'un tel langage soit tenu. En fait, sauf erreur, il ne l'a jamais été. Si les mots en apparence voisins de ceux-là ont été prononcés, c'était seulement par des hommes désireux de gouverner, avec l'appui de partis autres que le leur. De telles paroles sonnaient alors comme une sorte de manquement à l'honneur. Fin de citation. L'exemple que dépeint Weil, ainsi que sa conception de la justice véritable, n'est pas sans rappeler le concept de voile d'ignorance théorisé par John Rawls dans sa théorie de la justice. Il s'agirait de faire abstraction, je ferai peut-être un enregistrement d'ailleurs là-dessus parce que c'est intéressant, mais en gros il s'agirait de faire abstraction de son intérêt personnel lié à sa position sociale ou à certains biais individuels et de s'efforcer d'adopter le bien commun comme fil directeur rationnel à la réflexion politique. Ainsi, nous ne pourrions nous mettre d'accord sur les lois les plus justes possibles que si nous étions capables de penser de manière collective en nous détachant de nos caractéristiques sociales, riches, classe moyenne ou pauvres par exemple, et de nos tendances politiques habituelles. Vous voyez, il faudrait faire abstraction de tout ça et se dire, bon là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tout le monde soit satisfait ? Mais vraiment tout le monde. Bon, on va ignorer nos caractéristiques particulières, et on va essayer d'en faire abstraction. À mon avis, c'est très dur pour beaucoup de gens. Bon, il s'agirait de faire comme si nous étions ignorants sur tous ces points. Et justement, dans l'exemple de Weil, alors on retrouve presque la même idée, puisque un homme politique qui dirait « j'appartiens à tel parti », certes, il dirait ça dans son exemple, mais ensuite il va dire « je dirai ce qui va dans l'intérêt du pays », et je prendrai les décisions qui s'imposent indépendamment des idées auxquelles j'adhère en temps normal, si j'estime que cela est nécessaire. Eh ben, cet individu, il se ferait traiter de traître, par les plus radicaux, ou bien il susciterait au minimum l'incompréhension chez les autres. Pourquoi prendre parti, précisément ? Et choisir un parti si tu as l'intention un jour de ne plus être sur la même ligne que ce parti ? C'est un exemple éclairant qui nous montre bien qu'il y a un problème de conditionnement initial, de la pensée qui se cloisonne elle-même par peur du rejet des autres membres du parti, et cela peut avoir lieu à notre insu, de façon inconsciente. Certains membres peuvent même aller jusqu'à culpabiliser d'avoir eu une mauvaise pensée sur tel ou tel sujet de société et frissonner à l'idée que quelqu'un d'autre puisse lire dans ses pensées et découvrir qu'il n'adhère pas à 100% aux idées du parti. Voyez ? Donc on tient là une caractéristique essentielle du parti politique, selon Weil. Non seulement le parti politique ne cherche pas réellement la justice, mais son propre accroissement, mais ce faisant, son adhésion doit être absolue et non pas relative. Et oui, parce que si ça devient relatif, l'accroissement est menacé. Trop de remise en question, ça risquerait de faire obstacle à l'accroissement du parti. Donc, on n'adhère pas à moitié à un parti. On n'est pas en train de faire ses courses au supermarché en mode « je prendrais bien un peu de justice sociale, un peu plus d'impôts, mais attention, pas trop quand même finalement. Et ah non, ça j'en veux pas. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça, on adhère ou on n'adhère pas. Si on n'adhère pas au parti, on est un adversaire potentiel du parti. Si on adhère, c'est sans condition et sans concession. Or, comme le dit Weil, la vérité n'a pas de pancarte politique ou de bord prédéfini, elle transcende toute appartenance à une association, à une nation ou même à une religion. On voit ici la marque de l'humanisme présent dans sa pensée, je cite « Si on reconnaît qu'il y a une vérité, il n'est permis de penser que ce qui est vrai. On pense alors telle chose, non parce qu'elle se trouve être, en fait, français ou catholique, ou socialiste, mais parce que la lumière irrésistible de l'évidence oblige à penser ainsi, et non autrement. » Fin de citation. La vérité ne peut être une affaire de conformité entre la pensée et une idée d'ores et déjà préconçue de ce qui est.
Ainsi, le parti politique pervertit radicalement la notion même de vérité dans sa pureté. Elle est, rappelons-le, une norme en adéquation avec ce qui est et ce qui est universel. Elle ne peut être l'adéquation à une idée ou une pensée qui prétend déjà connaître la vérité, puisque il faut être dans une perspective où on est ouvert à la vérité, on ne sait pas encore ce qu'elle est. Donc, ainsi, le croyant, le fanatique, y compris lorsqu'il s'agit de politique, en ce sens, on observe un phénomène plus ou moins religieux assez intéressant en politique, là où on ne s'y attend pas, eh bien, cette personne-là ne va pas considérer une évidence qui semblerait aller de soi comme une évidence. Si en s'écoutant soi-même un instant, il semble qu'une vérité à prétention universelle lui parvient, il va la rejeter car il ressentira un conflit interne très fort avec son idéologie politique. Il se dira « Ah, ça a l'air vrai, mais ça peut pas l'être car ça colle pas avec mes convictions et mes valeurs. Ça peut pas être aussi simple quand même. » Bon, d'où la nécessité, on y revient, d'élever son âme à la vérité du seul bien commun qui n'a que faire des chapelles ou des idées préconçues de telle ou telle association politique, faisant pression sur ses propres membres pour pouvoir marcher. L'attention serait donc la clé, ou en tout cas une partie du problème, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas contaminée ou troublée par les tiraillements et la pression que fait naître le parti chez l'adhérent. C'est d'ailleurs d'autant plus difficile quand on commence à s'intéresser véritablement à la politique, et que l'on se fait mettre une étiquette un peu malgré soi, ou que l'on va même s'en attribuer une, dans un souci d'honnêteté à l'égard des autres. Et d'ailleurs, quand on a une pensée un petit peu nuancée, on se fait limite plus d'ennemis que quand on est dans un camp assez tranché. Veil parle d'ailleurs de l'affichage de l'étiquette politique, conservateur, socialiste, etc., comme d'un renoncement affiché à la vérité, synonyme d'honnêteté. C'est une façon d'annoncer « je serai biaisé par mon orientation, puisque je suis socialiste ou conservateur, et donc je serai biaisé dans mon orientation, dans mon rapport au vrai, mais au moins, je vous préviens, et vous savez à quoi vous attendre. » En ce sens, Simone Veil nous dit « Ainsi, ceux qui inclinent au souci du bien public ou renoncent à y penser se tournent vers autre chose, ou passent par le laminoir des partis, en ce cas aussi, il leur vient des soucis qui excluent celui du bien public. Les partis sont un merveilleux mécanisme par la vertu duquel, dans toute l'étendue d'un pays, pas un esprit ne donne son attention à l'effort de discerner dans les affaires publiques le bien, la justice, la vérité. Il en résulte que, sauf un très petit nombre de coïncidences fortuites, il n'est décidé et exécuté que des mesures contraires au bien public, à la justice et à la vérité. Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. Fin de citation. Ce point est très intéressant car Simone Veil admet qu'il est possible qu'un parti politique de façon accidentelle puisse avoir raison et avoir de bonnes idées, qui de temps en temps iront dans le sens du bien commun, mais voilà, ça reste fortuit, dans tous les cas en plus d'être rare, car le rapport à la vérité n'est pas le bon et demeure vicié, et surtout, la méthode n'est pas la bonne puisqu'elle divise le peuple autour d'une guerre d'ordre idéologique au lieu de l'unir autour d'un intérêt commun, et à la fin, on s'en doute, ce sont ceux qui gouvernent qui en tirent avantage. Un peuple divisé étant plus facilement contrôlable, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis au minimum Machiavel, donc le fait que Veil compare ce gouvernement à celui du diable n'est d'ailleurs pas une référence chrétienne gratuite, car étymologiquement, rappelons-le, le diable est celui qui divise. Le diable renvoie à la division. Donc en admettant que la vérité soit une, absolue et d'essence divine, on en arrive au fait que l'erreur, elle, soit multiple et d'essence diabolique, car divisant les personnes qui se laissent prendre à son piège. Plus loin, Veil évoque un point troublant qui la conforte de manière empirique dans son idée, que nous sommes tous capables d'atteindre une certaine vérité, dès lors que nous prenons le temps de faire preuve d'attention vis-à-vis de celle-ci, sans penser par la procuration d'une idéologie prédéfinie. Je cite « Combien de fois en Allemagne, en 1932,
un communiste et un nazi discutant dans la rue ont été frappés de vertige mental en constatant qu'ils étaient d'accord sur tous les points. Fin de citation. Pourtant, il va de soi qu'il n'y a rien de commun entre un communiste et un nazi, hein. Et on sait très bien à quel point les nazis détestaient les communistes. Et bien justement, Weil prétend que lorsque ceux-ci discutaient à tête reposée, sans se référer à leurs idéologies respectives, ils étaient abasourdis de réaliser, après coup, qu'en réalité ils pouvaient être d'accord sur tout. En réalité, c'est notre esprit de parti, notre tendance à nous référer à une identité politique déjà très marquée qui nous fait perdre de vue l'intérêt commun qui correspond à la seule et véritable justice dans la lignée de la notion de volonté générale de Rousseau. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que Simone Veil propose comme solution, à part faire un peu de yoga, se concentrer sur le vrai et arrêter de s'arracher le foie entre nous, parce que, à ce stade, on pourrait encore trouver ça abstrait. Eh bien, de façon logique, de façon pratique, il faut supprimer les partis politiques et ainsi assurer une meilleure circulation des idées entre les individus, car les partis politiques ont tendance à se développer par positionnement face à un adversaire dans le seul but de démontrer qu'il est mauvais, voyez. Donc ainsi, les débats seraient moins polarisés et les idées ne se cristalliseraient plus en partis distincts. Il faudrait donc également supprimer les revues et journaux pratiquant une sorte d'entre-soi idéologique qui vont considérer que tel ou tel participant n'est pas digne d'être invité, car il n'aurait pas telle ligne politique établie, puisque les médias jouent un grand rôle dans la propagation de telle ou telle sensibilité politique. Un tel comportement partisan montre qu'il y a déjà une cristallisation de l'opinion, et cela risque d'influer sur la création de nouveaux groupes se constituant en partis. Donc les médias jouent un rôle important dans la division du peuple en partis politiques, qui doit être absolument régulée, en les forçant à une neutralité réelle. Évidemment, Veil n'est pas cruche, et elle admet qu'il y aura encore des partis clandestins, mais ils seront minoritaires et auront moins de pouvoir de nuisance s'ils ne sont pas légalisés. Un autre aspect de la solution que présente Veil est convoqué dans son ouvrage, l'enracinement, car on pourrait toujours lui reprocher d'interdire à des partis socialistes qui essayent tant bien que mal de défendre les intérêts des travailleurs d'exister, malgré leurs imperfections liées à leur nature de parti. Et donc on pourrait dire, oui d'accord, en interdisant les partis, tu tires une balle contre ton camp parce que les socialistes, ok ils sont pas parfaits, mais ils ont à cœur de défendre les ouvriers. Donc Veil fait justement ici une distinction entre groupements d'intérêts, par exemple les préoccupations liées au salaire dans le milieu ouvrier, et groupements d'idées. Et là, on est plus sur des théories politiques, abstraites. Donc, elle dit, je cite, « Il faut laisser ces groupements agir dans des limites très étroites et sous la surveillance perpétuelle des pouvoirs publics. Mais il ne faut pas les laisser toucher aux idées. » Fin de citation. En effet, on peut très bien faire corps ensemble et s'associer de manière syndicale ou en vue d'une amélioration d'un statut social sans pour autant adhérer à un cercle d'idées fonctionnant en circuit fermé. Vous voyez, on peut simplement se rassembler les uns les autres autour du fait qu'on ait des intérêts communs. On n'est pas obligé de se regrouper par une quelconque forme d'affinité idéologique qui va développer un entre-soi, de la division et une pression collective. Donc dès lors que pour parvenir à la justice, on se réfère à un ensemble d'idées autour desquelles vont s'agréger un grand nombre d'individus, c'est fichu. La cause noble qui était celle du bien-être des ouvriers, dans l'exemple de Veil, s'en trouvera corrompue, et des hiérarchies et des pressions se feront sentir de toutes parts. Il faut donc privilégier le regroupement associatif autour d'intérêts conformes à la communauté, et pas selon des idées ou des théories abstraites qui deviennent vite dangereuses une fois qu'elles passent par la structure d'un parti politique. À ce propos, Veil révèle un point très intéressant à l'issue de son article, note pour la suppression générale des partis politiques, c'est que le parti politique n'est pas qu'une structure qui aliène la pensée individuelle par paresse intellectuelle et par peur de mal penser. Cette structure-là, elle devient elle-même une structure de pensée basée sur l'opposition. Et elle va se répandre telle une maladie, une lèpre,
Elle y va fort, elle va comparer ça à une lèpre, elle va se répandre justement dans la société et dans notre rapport au monde, dans notre manière de penser. Elle dit à ce propos: les institutions qui déterminent le jeu de la vie publique influencent toujours dans un pays la totalité de la pensée à cause du prestige du pouvoir. On en est arrivé à ne plus penser dans aucun domaine qu'en prenant position pour ou contre une opinion. Ensuite, on cherche des arguments, selon le cas, soit pour, soit contre. C'est exactement la transposition de l'adhésion à un parti. Fin de citation. Dans notre manière de penser au quotidien, nous avons été profondément structurés par la logique de parti, d'où l'expression prendre parti encore une fois. Quand on nous demande notre avis sur tel ou tel sujet, il n'est pas rare que nous disions « Ah, moi je suis contre » ou alors « Je suis pour », avant même de développer quelque argument que ce soit. Cette structuration de l'esprit, par opposition, va se retrouver dans le domaine de l'art et de la religion également. On dira que l'on est de tel courant artistique, on appartient à telle sensibilité artistique, par exemple, ou de telle religion, ce qui suppose que l'on adhère à une pensée déjà établie ou à des croyances face auxquelles la remise en question n'est pas de mise. Le croyant est encore une fois soumis au même conditionnement que l'adhérent au parti. Remettre en question le dogme, ça serait offenser son Dieu, et en politique, remettre en question son dogme, c'est offenser le parti. Et encore une fois, il ne s'agirait pas de devenir athée, simplement d'émettre un léger doute ou une légère remise en question sur un petit point présent à tel ou tel endroit, et on sait bien que ce genre de choses a déjà coûté la vie à certains par le passé. Mais c'est valable aussi dans le sens inverse, puisque l'athéisme peut laisser place à un militantisme, et là encore, il s'agit de se positionner non pas contre l'hérésie, mais contre la foi religieuse et les croyants assimilés à des gens naïfs ou dans l'ignorance, voyez. Ce qui est fascinant, et là je dois reconnaître que ça m'a moi-même fait réaliser que j'étais peut-être conditionné à mon insu sur ma façon de faire cours, mais je crois que la quasi-totalité des profs le sont, quand on essaie de créer le débat et de faire réagir les élèves. En tout cas, ça fait réfléchir. Elle dit que concernant l'école, là aussi, l'esprit de parti règne, je cite. Même dans les écoles, on ne sait plus stimuler autrement la pensée des enfants qu'en les invitant à prendre parti pour ou contre. On leur cite une phrase de grand auteur et on leur dit « Êtes-vous d'accord ou non ? Développez vos arguments. » À l'examen, les malheureux, devant avoir fini leur dissertation au bout de 3 heures, ne peuvent passer plus de 5 minutes à se demander s'ils sont d'accord. Et il serait si facile de leur dire « Méditez ce texte et exprimez les réflexions qui vous viennent à l'esprit. » Presque partout, et même souvent pour des problèmes purement techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, sans commencer par presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue sans commencer par la suppression des partis politiques. Fin de citation. Oui, c'est rigolo parce qu'elle parle de 3 heures d'épreuve pour une dissertation. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'élèves qui en fait respectent l'ancien format puisque normalement c'est 4 heures et j'en ai beaucoup qui ont fini au bout de 3 heures, donc j'ai des élèves de l'ancien temps, faut croire. Donc si on suit la méthode de Weil, ici il faudrait davantage prendre le temps de s'interroger sans même se dire qu'il faudra opposer une idée à une autre, comme c'est le cas en dissertation. Il faudrait laisser la pensée se développer et être attentif à ce que l'on pense réellement, soi-même, plutôt qu'à chercher à savoir contre quelle idée ou quel genre de réflexion on va construire la sienne de pensée. Supprimer les partis politiques reviendrait donc à supprimer cette division initiale de la société qui étouffe la multiplicité des pensées humaines qu'elle contient en chaque unité politique. La société doit rompre avec son atomisation politique afin que chacun puisse s'exprimer de nouveau librement et chercher la vérité sans pancarte et sans étiquette préalable. Ainsi, il s'agit d'abolir la division pour revenir à l'unité parfaite qui est celle de la vérité pure et qui coïncide en matière de justice avec le bien commun,
qui concerne chaque être humain concerné par ce dernier. Je vous remercie pour votre attention, c'est plus que jamais le cas de le dire, et je vous dis probablement à une prochaine fois.